La GMF est partenaire des diverses éditions des Zéros ont du talent mises en place par le Conseil scientifique du ministère de l'Éducation nationale. Il faut savoir que pour certains enfants, l'école n'est pas un long fleuve tranquille, mais une vallée de larmes, et ceci jusqu'à ce que la rencontre d'un enseignant passionné ou la découverte d'un domaine passionnant viennent tout changer. L'indécrottable cancre s'épanouit dès lors et prend la voie de la réussite. C'est en ce sens que le Conseil scientifique de l'Éducation nationale propose des séries de conférences, véritables moments de partage et d'optimisme, avec de grandes personnalités des sciences, des arts, des lettres ou de l'entreprise. Elles ont toutes connu une enfance ou une scolarité difficile, des zéros, mais s'en sont sorties avec brio jusqu'à s'épanouir pleinement dans leur passion et devenir des références dans leur domaine, des zéros, Z', héros. Ce sont aussi des entrepreneurs et des acteurs sociaux qui souhaitent rendre à la société une partie de ce qui leur a été donné. Avec humour et brio, elles nous font part de leur résilience, de leur espérance, de leur audace et de leurs conseils. Ouvertes à tous, ces rencontres sont aussi l'occasion d'évoquer les données scientifiques sur la manière dont le cerveau des enfants se modifie sous l'influence des apprentissages, mais aussi de l'image de soi, des émotions, des rencontres. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Hamon, conseiller communication au sein du Conseil scientifique, qui est aussi l'un des promoteurs de ces conférences. Bonjour Sébastien Hamon. Bonjour Selma, merci de me recevoir. Je vous en prie. Alors, première question. Dites-nous comment sont choisis les intervenants. En fait, les Zéros du talent sont nés sous l'impulsion de Stanislas Dehaene, qui est professeur au Collège de France et président du Conseil scientifique. C'est le travail de toute une équipe. Le président, Stanislas Dehaene, mais aussi le secrétaire général du Conseil scientifique, Nelson Valero Gomez, une de mes collègues qui est chargée d'études, Anne Valla, et moi-même, nous nous sommes réunis en comité pour essayer de trouver les grands témoins. Bien sûr, des partenaires comme la GMF, les établissements scientifiques ou les laboratoires scientifiques ont aussi pris une part majeure dans la sélection des intervenants. Comment est-ce que vous choisissez ce grand témoin ? Comme je vous l'ai dit, Salma, c'est un choix collégial en équipe à toutes les phases du projet. Nous avons un vivier de personnalités qui remplissent certains prérequis, c'est-à-dire une scolarité difficile, des épreuves surmontées et résilientes et une réussite professionnelle. Alors, pour nos auditeurs, je vais expliquer ce que c'est que la résilience, qui est un concept extrêmement à la mode. C'est la capacité qu'ont certains enfants à triompher des différents traumatismes qu'ils ont subis, comme l'échec scolaire par exemple. Et concrètement, quelle forme prennent ces rencontres avec ces grands témoins ? Alors, à chaque fois, cela se déroule dans un lieu différent lié à l'éducation. Ça peut être un établissement scolaire, un lieu de savoir, comme par exemple l'incubateur du projet 110 bis ou encore le Collège de France. Ces rencontres sont ouvertes à toutes les personnes qui le souhaitent. Je pense aux professeurs, aux lycéens, aux parents d'élèves, aux chercheurs et universitaires, aux journalistes, aux associations et plus généralement à toutes les personnes que la thématique intéresse. D'une durée de plus ou moins 2 heures, ces grandes rencontres permettent d'aborder les notions de partage, de simplicité et de bienveillance. 1 heure d'exposé dynamique de la part du grand témoin, plus 1 heure d'échange fructueux avec la salle. C'est donc réellement interactif. Je vous donne un exemple. Notre premier grand témoin a été Zhang Zhang, violoniste à l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et fondatrice du groupe philanthropique Zhang Zhang Music. Je vous propose d'en écouter un extrait. Moi, je pense que chacun a un parcours différent. Quand j'étais enfant, j'étais pas comme les autres enfants. J'étais pas à l'école, je connais pas du tout le mathématique. Donc je pense qu'il y a beaucoup de douleur dans les enfants qui est différent que les autres. Parfois on peut se sentir seul ou isolé, mais il faut avoir la confiance de dire que on est tous doués de quelque chose. J'ai commencé à jouer le violon à l'âge de 4 ans en Chine. À l'âge de 9 ans, j'ai quitté la Chine avec mes parents pour Thaïlande, puis au Canada. Mon père qui était violoniste, qui voulait faire un petit violoniste, un peu de star de moi, donc il m'a pas laissé aller à l'école parce qu'il estime que travailler le violon c'est plus important. Évidemment, il y a une grande vide dans mon parcours par rapport à l'éducation. Il faut savoir que quand on a donné des efforts régulièrement, il y aura des résultats. Peut-être pas tout de suite, mais un jour, ça ira mieux. Voilà. Pour moi, c'était le cas.
J'ai une autre question. Est-ce qu'il existe un thème central, un point commun à ces différentes rencontres passées et à venir? Eh bien, c'est tout à fait vrai, Selma. La première orientation, c'est redonner confiance en l'école. La seconde orientation, c'est diffuser un message d'espoir pour les parents d'élèves en difficulté scolaire. Et ceci depuis la maternelle jusqu'au supérieur. Car rien n'est jamais perdu. Tout reste possible. Le tout est de faire confiance, mais aussi et surtout de se faire confiance. Deux thématiques que Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, ne manque jamais d'exprimer lors de chacune des éditions des Zéros ont du talent. On l'écoute. Je suis évidemment très heureux de saluer une telle initiative parce qu'elle est au cœur de ce que nous mettons lorsque nous parlons d'école de la confiance. Parce que, en effet, l'école de la confiance, c'est une école où nous voulons que tous les élèves se sentent bien et où on développe la confiance en soi. Et l'école, elle est évidemment pour tous les enfants et nous savons très bien qu'on peut enclencher un cercle vertueux de la confiance lorsque on montre à un enfant qu'il a du talent et que ce talent peut être le fil par lequel on peut tirer toute la pelote de sa réussite. Donc, regardez cela scientifiquement, regardez cela empiriquement, regardez cela pragmatiquement, comme nous le faisons toujours avec le conseil scientifique. Et les Zéros ont du talent. C'est tout cet état d'esprit qui est derrière. Et dites-moi, Sébastien, y a-t-il une troisième et dernière orientation? Tout à fait, Selma. La troisième et dernière orientation, c'est garder, quoi qu'il advienne, une confiance en soi inébranlable. Et pour moi, cette orientation est la plus importante. Et c'est pas la plus facile à mettre en œuvre. Mais ne me croyez pas sur parole et écoutons, si vous le voulez bien, un micro-trottoir que j'ai réalisé sur ce thème à la sortie d'une de nos conférences. C'est vraiment essentiel, la confiance en soi. Je pense que la confiance en soi, ça s'acquiert déjà tout d'abord dans la famille, petit, et puis ensuite à l'école, on peut effectivement travailler avec des enfants pour leur faire acquérir cette confiance qui est indispensable. La confiance en moi, ça m'évoque la réussite. Et vous, Sébastien, personnellement, étiez-vous plutôt héros ou zéro? C'est très difficile pour moi de vous répondre sur ce sujet. Ce que je peux cependant vous avouer, c'est que à la fin de chaque conférence des Zéros ont du talent, mon petit plaisir est, comme vous, de demander aux spectateurs s'ils se sentent plus héros ou zéro. Et les réponses sont édifiantes. Écoutez. Moi, j'étais plutôt un héros et justement, on a du mal à comprendre les enfants qui n'arrivent pas de la même façon que nous à tout comprendre. Alors, je pense que j'étais plutôt un zéro, voilà, qui se voulait un héros, mais qui était un zéro, voilà. Disons que j'avais plutôt des bons résultats scolaires, mais je ressentais quand même de la pression à l'école. J'ai été un héros petite, mais après plutôt un demi-zéro, on va dire. Voilà. J'étais entre un héros et un zéro, je suppose. Quand j'étais à l'école, ça a oscillé, voilà, en fonction des enseignants que j'ai pu rencontrer, voilà, entre le zéro et le héros. Si vous parlez de zéro, Z, E, accent aigu, R, O, je pense qu'il n'y a pas de zéro dans la vie, puisque donc nous avons tous un potentiel, donc un talent. Donc je me considère comme tout le monde, donc à savoir quelqu'un qui a un talent, qui a un potentiel. Alors, pour terminer, Sébastien, de quelle aide bénéficie le Conseil scientifique de l'Éducation nationale de la part de ses partenaires? Ma chère Selma, je dirais que le Conseil scientifique est extrêmement gâté de la part de ses partenaires. On a la chance d'avoir des équipes à l'écoute et hautement qualifiées qui nous accompagnent sur l'ensemble de nos problématiques. Je pourrais citer parmi les différents projets que le Conseil scientifique mène à bien le film Esprit sorcier sur l'évaluation qui a été réalisé par Frédéric Courant. Un autre projet qui a été un des fleurons du Conseil scientifique, c'est la conférence internationale des 28 et 29 mars 2019 à l'UNESCO qui avait pour thème les sciences cognitives dans la salle de classe et qui a réuni plus de 9000 personnes. Fantastique. Enfin, je pourrais citer la Fabrique des ateliers académiques, plus connue sous son acronyme FAA, qui vise à essaimer le fruit des recherches des 24 membres du Conseil scientifique de l'Éducation nationale dans tout l'Hexagone. Vous avez des projets en chantier, n'est-ce pas? Tout à fait. Plusieurs publications sur les thématiques de travail du Conseil scientifique vont prochainement sortir en librairie. Un nouveau site internet pour tout savoir sur le Conseil scientifique est dès à présent en ligne. Et n'oublions pas non plus le prix Chercheur en Actes qui va être une des grandes actualités de 2020. Mais je vous en ai déjà trop dit. Merci beaucoup Sébastien Hamon pour votre témoignage plein de bonne humeur. Eh bien, plaisir